Papépi, c'est vraiment l'histoire d'amour. On est sorti de notre zone de confort parce qu'on y croyait et on voulait aller au bout de nos ambitions. J'avais un objectif de 2000, j'ai réussi à en faire 10 000 le premier mois. Et très vite, on a été repéré et élu innovation chez Franprix. C'était incroyable. Salut Raibed. Salut Laura. Aujourd'hui, ça me fait plaisir du coup de t'avoir ici avec moi du coup Raibed. Donc pour ceux qui connaissent pas Raibed, c'est le cofondateur de la société Papépi. Voilà, tu l'as certainement déjà vu sur M6 dans Qui veut être mon associé ou bien dans plein d'autres émissions d'ailleurs. C'est le cofondateur des petites billes du coup de biscuits sucrés et salés que tu peux retrouver maintenant un peu partout en France. Là, notamment, je vais vouloir goûter à la fin. Mais t'es partout dans le monde, t'es à Bali et tout. Où est-ce qu'on doit t'envoyer? T'es jamais chez toi. Des fois Dubaï, des fois Bali, des fois Paris ou le nord de la France. Si tu veux, on est déjà commercialisé à Dubaï. Tu peux nous retrouver dans pas mal de shops à Dubaï. Génial. Merci pour ton invite. C'est vraiment hyper cool. Je suis très honoré de te rencontrer. Toi, la coach des entrepreneurs. Le plaisir est pour moi, Raibed. Voilà, moi, ce que j'ai bien aimé du coup chez toi, c'est le fait que tu t'es lancé avec ta campagne Fatia, un peu comme Aurélien et moi. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en fait, ton histoire d'entrepreneur, elle est juste énorme. Parce que ce que j'aime bien, c'est que vous avez failli tout perdre et tu es quand même, avec Fatia, allé jusqu'au bout de ton ambition. Et je vais plutôt te laisser la raconter, qui, à mon avis, tu la racontes beaucoup mieux que moi. Je te laisse du coup la parole là-dessus. Ouais, mais t'as tout dit là, en fait, si tu veux, Papépi, c'est vraiment l'histoire d'amour comme toi et Aurélien. Je pouvais rien faire sans Fatia et je pense que tu vis la même chose. Et ça peut être une force et une limite, ça dépend comment tu gères les choses. On a entrepris avec Fatia, on a eu cette idée de miniaturiser en forme de billes tous les biscuits du monde. Tu vois, on a un biscuit turc, la corne de gazelle qu'on a miniaturisé, un biscuit do Brasil qui est juste là, un biscuit breton. Et en fait, quand on est parti de cette idée, on s'est vite rendu compte que personne ne savait le faire. Et là, on a dû créer nos propres machines. Et la limite qu'on a eue au début, c'est les banques qui ne nous suivaient pas parce que financièrement, pour eux, c'était trop risqué. Donc, c'est là où on a pris un vrai choix. On est sorti de notre zone de confort parce qu'on y croyait et on voulait aller au bout de nos ambitions. Et on a vendu notre maison pour monter la première usine à côté d'Annecy. Et ce choix a été lourd de sens. Donc là, est-ce que tu peux me raconter un peu le développement de Papépi à partir de là? Je sais que ça s'est enchaîné. Est-ce que tu peux raconter du coup à la communauté qui nous regarde? Ok, écoute, en fait, on a commencé à avoir cette usine. On a commencé à produire en septembre 2019. J'ai pris ma petite mallette, Fatia m'a envoyé, j'ai commencé à vendre les produits autour de chez nous. J'avais un objectif de 2000, j'ai réussi à en faire 10 000 le premier mois, donc il y avait une vraie traction, un vrai accueil du produit en direct, dans les petits magasins, Super U, Intermarché. Il n'y avait pas besoin de parler avec beaucoup de gens, c'était directement. Et très vite, on a été repéré et élu innovation chez Franprix, qui nous a poussé dans 300 magasins parce qu'on était innovation à l'unanimité. Et ça a été aussi un très gros coup de pouce. On a rencontré Raphaël Duchemin, on était entrepreneur de l'année, Salon des entrepreneurs. Il y a tous les voyants qui étaient au vert. Le problème, c'est qu'on a livré Franprix en février 2020 et en mars 2020 arrive la grosse crise sanitaire. Aïe, donc là, ouais, j'imagine que même si les magasins étaient ouverts, je pense pas qu'ils pensaient à acheter Papépi alors que c'était les aliments essentiels qu'ils achetaient en priorité. Je me trompe? Exactement. Tu as tout à fait juste. Déjà, nous, avec Fatia, moi, je suis infirmier à la base. Elle aussi est infirmière. On s'est reconverti pour faire Papépi, mais moi, j'étais encore infirmier à ce moment-là. En plus, Papépi, si tu es en magasin, pour que ça se vende et que les gens comprennent ce que c'est, parce que tu vois, une bille de biscuit comme ça, tu vois un paquet comme ça, tu sais pas forcément ce que tu achètes tout de suite, il faut comprendre le concept. Donc, on faisait des dégustations. Et franchement, on faisait des dégustations, ça faisait un carton. Et au moment du Covid, déjà, plus de dégustations. Donc, les magasins ne commandent plus, le chiffre d'affaires tombe à zéro. Mais en plus de ça, on devait aller au front pour aider les Français à dépasser la crise. Parce qu'on est infirmier. Je te rappelle qu'au début, il y avait une grosse pénurie, tout le monde tombait malade. Et très rapidement, avec Fatia, on a attrapé le Covid et on s'est retrouvé en quarantaine à la maison. Plus de chiffre d'affaires. Papépi qui tombe à zéro. Et en plus, là, à ce moment-là, on croyait qu'on allait tout perdre. Et il y a eu un événement qui a vraiment fait changer les choses, c'est qu'on était chez nous, on était en train de scroller comme ça sur Insta et on tombe sur une pub Shopify et il y a écrit « Crée ton site en 2 heures », tu vois. Avec Fabien, on s'est dit, mais c'est vrai que même nous, avant, on n'utilisait pas le Drive et tout ça. Puis quand il y a eu le confinement, on a commencé à vraiment faire des courses en ligne. On s'est dit, mais c'est vrai qu'il y a un truc à jouer en ce moment. On a créé un site de vente en ligne qui était dégueulasse. Franchement, il était moche, mais il faisait le travail.
Franchement, tu m'aurais vu mon site au début, tu m'aurais appelé, tu m'aurais dit, Abed, ça va pas, hein. Et à ce moment-là, en fait, si tu veux, on a créé un site de vente en ligne pendant une nuit, pendant que notre fille, elle dormait. On s'est dit, mais c'est cool, on a un site de vente en ligne, mais comment on va ramener du trafic sur le site? Ça, Non, c'est mais la c'est cool d'avoir un site, mais ça fonctionne bien. question que tout le monde se pose dans les e-commerçants, c'est comment avoir son trafic. Et là, à ce moment-là, Fatia, elle a eu une idée de génie. Elle a pris son téléphone, elle est allée sur Instagram. Elle s'est dit, mais attends, elle a commencé à contacter Moundir. Tu connais Moundir de koh Bien, ouais. Vanessa Demouy, Arthur, le présentateur et le producteur, Manu Payet, tout plein de personnalités qui étaient sur Insta. Et elle leur a écrit un petit message en leur disant, écoutez, excusez-moi de vous déranger, on est deux infirmiers qui avons tout risqué pour créer une boîte innovante. Mais personne ne croyait en nous. Et là, on a vraiment besoin d'un coup de main parce que sinon, on va poser le bilan. Mais on n'a pas d'argent pour vous payer. On veut juste vous envoyer des produits, que vous soyez totalement sincères sur ce que vous ressentez quand vous les mangez. Et point barre. Et je te promets, on envoie les messages, on s'endort comme ça, le temps que les filles se réveillent. On se réveille, on regarde le téléphone. 70% de réponses positives. Les gens nous disent, ah, mais pas de souci, on va vous filer un coup de main, on envoie des box. Moundir, il me dit, donne-moi ton numéro. Il m'appelle, on passe 3 euros de téléphone. Il me dit, l'histoire est magnifique. Il prend des box, il en donne à ses copains. Un truc de fou. Vanessa Demouy, elle reçoit une box, elle fait une story, on fait 5 000 euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Alors qu'avant, il nous fallait un mois pour faire 10 000 euros de chiffre. Derrière, Moundir, il fait une story, on fait 7 000 euros de chiffre d'affaires. C'était incroyable. Franchement, on était en train de relancer la machine grâce à ces influenceurs. Mais il n'y avait pas écrit sponsoring, tu vois. Les gens, ils partageaient spontanément. Ouais. Et franchement, on voyait la communauté Instagram monter, mais c'était des vrais follow. Tu vois, c'était pas des gens, c'était des gens, ils venaient parler avec nous en nous filant de la force et tout, c'était génial. Et à ce moment-là, il y a une journaliste de BFM Business, elle me contacte, Lorraine Goumeau, et elle me dit, ah mais l'histoire est cool, on en parle au téléphone. Elle me dit, écoute, viens, je vais te présenter comme la pépite sur BFM Business, sur la matinale. Et du coup, je dis, bah vas-y, go, j'y vais. Je t'avoue, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup d'argent, on commence à avoir une traction, c'était encore compliqué. Je finis le boulot à 19h, je prends ma voiture, je roule de nuit, j'arrive devant BFM Business, je dors dans ma voiture comme ça à attendre la matinale, parce que tu sais que les matinales, c'est à 5h du mat. J'étais là, je me suis réveillé, je me suis fait une mèche vite fait. Et j'arrive. En plus, il n'y avait plus de maquillage et tout. Je t'avoue, ma femme, elle m'avait filé un truc. Elle m'avait filé un maquillage qu'on met là, un anti-cerne là. Alors, je faisais tout seul dans la voiture parce que franchement, j'avais des cernes, laisse tomber. Je l'ai vu cette vidéo-là, elle est pas mal. J'arrive et là, Lorraine Goumeau, pendant l'interview, je lui dis que je suis en levée de fonds, que je cherche 300 000. Pendant l'interview, elle me dit, il faut que tu rencontres Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Je t'avoue, sur le moment, je ne relève pas. Mais ensuite, je sors du plateau et là, elle me rattrape. Elle me dit, Abed, il faut que tu ailles rencontrer Anthony Bourbon parce qu'il met des tickets dans des boîtes comme toi. Je dis, écoute, moi, je connais personne. Comment tu veux que je le contacte? Elle me dit, mais attends, je vais lui envoyer un mail. Et je t'avoue, à ce moment-là, je lui dis, mais attends, envoie-lui pas un mail. Donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Elle me dit, non, mais attends, moi, je vais lui faire un SMS. J'insiste un peu. Elle me donne son numéro. Et là, à ce moment-là, se passe un truc de ouf. C'est que je lui envoie un SMS. Il ne me répond pas. Et je devais rester encore quelques heures sur Paris. Et juste avant de partir, je me suis dit, vas-y, qui ne tente rien à rien, je prends mon téléphone, je l'appelle. Et à ce moment-là, il répond, il me dit, ouais, c'est Chronopost. Je t'avoue, à ce moment-là, je lui dis, oui. Je dis, oui, c'est Chronopost. J'ai un colis pour vous, l'adresse s'est effacée, mais j'ai que le numéro de téléphone. Et il me dit, ouais, bah écoute, faut venir me livrer. Il me donne l'adresse de son bureau et tout. Moi, à ce moment-là, je prends mon téléphone parce que depuis très tôt avec Papépi, j'ai eu l'instinct de tout filmer. De filmer absolument tout ce qui se passait. J'ai plein de vidéos en off qui ne sont pas encore sorties sur toutes les aventures qu'on a vécues. Et là, je filme en caméra cachée, hop, je me filme, je parle aux gens sur Instagram, je dis bon, je vais aller voir Anthony Bourbon, c'est la folie et tout. Puis en plus, je regarde sur LinkedIn, c'est qui, tu vois. Je vois quelques interviews à lui. Et à ce moment-là, je me prépare. Parce que tu vois, quand tu fais des rencontres comme ça qui sont déterminantes, faut pas y aller comme un tocard. Faut y aller préparé. Je regarde des interviews à lui, je regarde qui c'est, comment il parle, dans quoi il investit. Et là, j'arrive au rendez-vous, tu vois, dans la caméra cachée, je vais pour le livrer, il y a un gars de la sécurité, là, il me dit, ouais, il essaie de prendre le colis, je lui dis, non, c'est un colis privé, je dois le donner en personne, tu vois, moi, pour moi, je jouais ma vie à ce moment-là, tu vois. Et là, il me dit, oh, mais c'est pas normal, je m'en vais, je pars avec, c'est pas grave. Et là, il me dit, non, mais attends, je vais l'appeler, il va appeler Anthony, Anthony vient, il prend le colis, il me dit, mais j'ai pas commandé ça, moi. Je dis, ouais, je sais, et puis après, je saisis ma chance. Je lui dis, écoute, voilà, j'ai fait preuve d'audace, est-ce que tu peux me donner 5 minutes que je te parle de ma boîte? Là, il rigole, il me dit, écoute, pas de souci, attends une demi-heure, je finis une réunion, j'arrive. Une demi-heure après, il me reçoit dans son bureau. On parle 15 minutes ensemble. Il se lève, il me serre la main, il me dit, ta levée de fonds est terminée, il me donne 300 000 euros. Et c'est là qu'on a fait la première levée de fonds de Papépi.
Ça, c'est beau, hein. Toi, tu sais faire du coup Raibed. Est-ce que je pense que les gens manquent un peu, c'est le côté audacieux, tu vois, c'est le côté, allez, il faut aller chercher les contacts, il faut aller essayer d'inventer des stratégies pour justement contacter les bonnes personnes et au bon moment. Donc, c'est top. Franchement, bravo à toi. Le game dans lequel on est aujourd'hui, c'est que on est tellement nombreux à entreprendre. Il y a tellement de beaux projets que si tu te différencies pas, tu es noyé dans la masse. Exactement. Dans tous les domaines. Tous les domaines, que tu fasses des vêtements, tu sais, nous, Laura, on fait des biscuits. On n'a pas inventé le chose. Je suis pas Elon Musk qui a envoyé des fusées sur Mars. Je fais des biscuits. Mais la manière dont on le fait, on est en train de changer un peu le game. Juste avant de rencontrer Anthony, j'essayais vraiment de contacter Monoprix. C'était compliqué parce que les gars, ils reçoivent 50 dossiers par jour avec des marques qui se lancent de partout. Nous, on leur envoyait des box, pas de réponse. Et en fait, pour pouvoir les provoquer un petit peu, j'étais allé au siège de Monoprix à Paris et j'ai organisé une dégustation sauvage dans le rez-de-chaussée de Monoprix. Je faisais goûter les vigiles, les gens de l'accueil, les gens qui passaient et je filmais. Et cette vidéo, je l'ai montée et hop, et j'ai commencé à dire face caméra en disant bah, écoutez, Monoprix au rez-de-chaussée, tout le monde kiffe. Est-ce que c'est possible de monter dans les étages et rencontrer les acheteurs? Je poste la vidéo sur LinkedIn. 2 heures après, je reçois un coup de fil. La directrice des achats qui me dit écoutez, vous êtes un voyou, faut pas faire comme ça. Et je me suis fait démonter. Vraiment. Hein. Et là, à ce moment-là, je me dis merde, j'ai grillé ma carte chez Monoprix, l'enseigne la mieux pour moi, tu vois. Et j'étais dégoûté. Hein. J'envoie des fleurs, je trouve son nom sur LinkedIn, j'essaie de lui parler sur LinkedIn, elle ne me répond pas. J'ai son nom, donc j'envoie des fleurs au siège avec son nom en express. Fatia, elle m'a tué ce jour-là, elle m'a dit moi, tu m'envoies pas des fleurs, elle, tu m'envoies des fleurs. Et du coup, j'essaie de rattraper le truc, tu vois. Des chocolats aussi. Non, je n'avais pas envoyé de chocolat, j'ai envoyé que des fleurs avec un mot en lui disant j'ai écrit, on est désolé, on ne connaît pas les codes, mais c'était parti d'une bonne intention. Tu vois, je lui ai écrit juste ça, simple. Elle reçoit ça, elle m'appelle, elle me dit ok, je comprends et tout, pas de souci. On va oublier l'histoire, enlever la vidéo. Je lui dis c'est déjà fait et puis on va voir un peu comment ça se passe. Mais à ce moment-là, plus de contact avec Monoprix. On est passé sous les radars, donc plus rien. Pendant 2 ans, ça a duré. 1 an et demi. Et là, je rencontre Anthony, je lui raconte l'histoire, je lui montre la vidéo. Il me dit bah non, mais c'est un super coup ce que tu avais fait, c'est dommage. Et là, lui, il connaît la direction de Monoprix et il me représente le nouveau directeur des achats qui s'appelle Arnaud Foujol. Il me reçoit avec Hélène Denner et tout. Et là, on passe un moment ensemble. Ils adorent le produit, ils adorent le projet. Et là, ils décident de me référencer en national d'un coup. Et en même temps, en entendant mon histoire, ils me disent mais tu sais, notre PDG Jean-Paul Mochet, c'est quelqu'un qui vient du bas. C'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Et des histoires comme la tienne, ça lui parle. Eh bien, écoute, on va faire que tu le rencontres. Je leur dis, mais pourquoi faire? Vous savez, je suis référencé. Ils me disent, non, non, si tu le rencontres, c'est possible que tu vives une accélération et qu'il te donne beaucoup de conseils dans l'entrepreneuriat, dans le lancement de marque. Je me dis, écoute, moi, je ne refuse pas les bons conseils. Je le rencontre, on passe 1 heure ensemble avec Fatia, absolument magique. Le mec est incroyable. Et à ce moment-là, il nous a donné une force, mais comme jamais personne nous avait donné de la force. Et il nous a aidé à nous propulser partout chez Monoprix et à nous mettre en contact avec d'autres personnes pour vraiment nous faire accélérer. C'est vraiment pour te dire, à ce moment-là, pour être référencé, tu vois, il n'y a pas une manière. Il y a 1000 manières. Il ne faut pas vraiment se dire « Ah, j'ai fait ça, il y a un échec, je suis mort ». Non, il faut toujours persévérer et se dire que quand une porte se ferme, ça c'est mon père qui me dit tout le temps ça, quand une porte se ferme, c'est possible qu'une autre s'ouvre et que le chemin soit meilleur pour toi. Donc voilà un petit peu les histoires qu'on a eues, certaines de nos histoires. Enfin, franchement, j'aime bien ta façon de voir les choses, Raibed. C'est que là, une porte se ferme, une autre. Nous, avec Royan, on dit toujours un problème, 10 solutions. Je pense qu'on pourrait le tourner aussi dans le sens où une porte ferme, il y en a qu'un. Totalement d'accord avec toi. Clairement. Déjà, tu vois, tout le monde utilise le mot résilience. Le mot résilience, il est utilisé à tort et à travers, mais en réalité, c'est une valeur qu'il faut absolument avoir et c'est une attitude, la résilience. Le conseil que je peux te donner déjà, si on est dans le retail, par exemple, tu vois, nous, on est aujourd'hui chez Auchan. J'ai réussi à avoir Auchan parce que j'étais sur un salon du snack show, un truc comme ça, c'était pour de la food. Et pendant ce salon, je distribuais des échantillons à des gens très spécifiques, notamment le PDG de Pokawa. Je ne sais pas si tu connais la chaîne Pokawa. Ouais, j'étais à Lille en début d'année et j'étais mangée chez Pokawa. C'est une belle chaîne qui se lance bien d'ailleurs. Le fondateur est incroyable, Maxime Buller. Et du coup, je le croise sur un salon, je le vois, il descend d'une estrade, je vais le voir, je le chope. Je lui dis, écoute, on ne se connaît pas, mais tiens, je te donne de quoi aller boire un café, tu vas voir. Et je lui dis, tiens, ma carte, si tu es intéressé, tu m'appelles. Et je m'en vais, comme ça. Tu vois, je suis arrivé comme ça, comme une fuyeur, comme ça, je suis arrivé, je lui dis, tiens, je suis parti. 5 minutes après, mon téléphone, il sonne. Et il me dit, ah, mais attends, ce que j'ai goûté, c'est génial, viens, je suis au salon VIP, viens, on va en discuter. Je dis, ok. Et là, je filme, pareil, et je commence à raconter ce qui se passe, tu vois. Et j'arrive au salon VIP.
Et là, il me reçoit, toutes ses équipes étaient là, en train de bouffer des papépis, en train de se dire ah, mais c'est génial, il faut qu'on référence ça. On a parlé 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il me serre la main, il me dit écoute, vas-y, c'est bon, on te met dans tous nos restaurants. Je dis ok, très cool. Après, voilà, on finit, je le laisse aller bosser. Et moi, je me dis bon, je suis au carré VIP, je vais profiter, je vais aller manger 2, 3 trucs qu'il y a sur le buffet parce que c'est pas tout le monde qui rentre au salon VIP, tu vois. Et là, je commence à grignoter, boire un petit jus. Et à ma droite, je vois une personne, Amandine Capon. Je la connaissais pas à ce moment-là. Et je vois surtout sur son dossard là, quand tu fais des salons, tu as des espèces de carrés avec tes coordonnées, ton nom et ce que tu fais. Et Ouais. je vois écrit dessus Auchan Retail. Je me dis ok, je me retourne vers elle, je dis bonjour madame, vous pouvez me donner 5 minutes et tout. Oh, elle me dit je suis un peu pressé, je te donne 3 minutes. T'as posé ton sandwich? Ah, j'ai tout posé. J'ai dit, attends, il y a Auchan, il faut que je m'occupe d'Auchan. J'ai posé mon sandwich, j'ai commencé à prendre des papépis et tout, je lui donne et tout. Je dis, ben voilà, écoutez, je peux vous dire qui on est en 3 minutes. Elle me dit, ok, elle me dit, viens t'asseoir, on s'assoit. Et pareil, je filme la conversation avec elle, je rigole un peu avec elle et tout. On se pose, elle était aussi avec une de ses collègues. Et du coup, je leur raconte qui nous sommes. Elle me dit, l'histoire est incroyable. Et du coup, il me dit, bah, écoute, on va te référencer chez Auchan. Et on est resté 1 heure ensemble à discuter, parler de stratégie, comment on allait faire et tout. Et tu vois, pour te dire que quand tu restes dans l'ici et le maintenant, quand tu fais quelque chose, tu vas dans un salon, faut pas commencer à partir loin. Faut que tu restes ancré là où tu es et que tu regardes toutes les opportunités qu'il y a autour de toi et que tu les saisisses. Parce que souvent, je remarque qu'il y a plein de founders, ils passent à côté d'opportunités absolument incroyables parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils ne restent pas connectés avec ce qui se passe sur le moment, ils sont toujours ailleurs. Et il faut saisir tout ce qui vient à toi. Parce que des fois, tu n'as qu'une chance. C'est ça, clairement. J'aime bien ce que tu me dis du coup, Raibet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de chance. Moi, je ne connais pas la chance. C'est le travail, c'est le fait que tu te rendes à tel endroit pour aller rencontrer les gens. C'est toi qui te déplaces, c'est toi qui planifie, c'est toi qui fais la différence. Tu aurais très bien pu la rencontrer, la saluer, ça s'arrêtait là en fait. Tu as fait le change en fait. C'est ça qui est important derrière. C'est ça qui va faire la différence. C'est que la chance, comme tu dis, c'est pas un fait, c'est quelque chose qui se provoque. Tu vois, pour te donner une autre anecdote vraiment, mais qui va être différent du retail, parce qu'on est tous des entrepreneurs, on doit tous faire des dossiers, on a tous des démarches administratives. Et toi-même, tu sais, comme parfois, ça peut être hyper long et des fois, ça peut être des casse-têtes. Avec Fatia, très rapidement, au début, tu vois, qu'on n'a pas cru en nous, on a dû vendre notre maison, on n'avait pas de soutien financier des institutions régionales. Je sais pas, ils nous disaient, il faut un prêt bancaire pour qu'on puisse débloquer des subventions et des aides régionales. On leur disait, mais vous êtes con, on n'a pas de prêt bancaire, on fait comment nous? Ah bah je sais pas comment on va faire. Donc en fait c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. C'est une manière à toi de te dire démerde-toi, on s'en fout. Démerde-toi, Et à c'est ce moment-là, il s'est passé une chose absolument incroyable, c'est qu'on a fait le salon des entrepreneurs à Lyon. Et là, il y a Laurent Wauquiez qui passe au salon. Je le vois. Et je me dis, bah attends, c'est le président de ma région, je vais aller le voir. Parce qu'avant, on était à Annecy. Et je lui parle très ouvertement. Je lui dis exactement ce qui se passe. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. Je lui dis, écoutez, monsieur Wauquiez, voilà ce qui vient de se passer. Nous, on essaie de se battre pour faire du Made in France et créer vraiment une industrie dans la région. Personne ne nous soutient, on fait comment? Il me regarde, il me dit, mais je ne savais pas qui tu étais. Il prend ma carte, il me dit, écoute, on revient vers toi rapidement. L'après-midi même, j'ai un mec qui s'appelle Thomas Even qui m'appelle, qui me dit, écoutez, le président m'a dit de vous appeler, il faut qu'on se rencontre et qu'on puisse parler de votre projet, qu'on vous trouve des solutions. Je dis, ok. Le 2 jours après, on est au siège à Lyon et là, on a 6 personnes autour de nous, autour de la table, qui parlent avec nous, qui essaient de comprendre notre projet et qui nous listent toutes les aides qu'on peut avoir et qui nous ramènent tous les dossiers et qui les remplissent avec nous. Vraiment, hein? Et qui nous disent voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. C'était incroyable. Ce moment-là était incroyable. Thomas Even, je le remercierai jamais assez. Et du coup, on commence à avancer. Et là, il y a des premières subventions qui nous aident déjà à monter l'usine et à démarrer. Et ensuite, il y a eu un autre événement qui a été vraiment fondateur chez Papépi. C'est un dimanche après un salon. J'étais sur Paris, il était 19h et Fatia m'appelle en me disant écoute Abed, j'ai un problème, je suis sur les lignes, il y a une pièce qui a cassé. Nous, c'est nos lignes de production. Tu vois, on est producteur, on est distributeur, on fait tout. Une ligne chez nous qui s'arrête, c'est un gros problème parce que tu ne peux plus produire. Donc elle me dit écoute, il faut que tu appelles le fabricant, il était italien, c'est une pièce assez spéciale. J'appelle le mec parce que je t'avoue que depuis que je suis entrepreneur, moi, je prends les numéros perso de tous mes fournisseurs. Parce que dès que tu as un problème, que tu es une petite boîte comme nous, tu es vite bloqué. Donc, je les appelle direct chez eux. Je leur dis, les gars, je suis dans la merde. Je crée un lien qui fait que je peux me permettre de faire ça. J'appelle Selmi et je lui dis, écoute, j'ai une galère. Il me dit, écoute, je suis au CIRA à Lyon. Je ne sais pas si tu connais le CIRA à Lyon. Si, je connais, ouais. C'est un salon de la food qui a été monté par Bocuse et tout, où là, il y a le Bocuse d'or et tout qui se passe là-bas. Il me dit, je suis là. Si tu veux, dès que je rentre dans 5 jours, je te fais ta pièce et tu la recevras dans 3 semaines. Je lui dis, tu rigoles ou quoi?
Je dis, nous, on va crever si tu fais ça pendant 3 semaines, on n'a pas la pièce. Il me dit, bah, écoute, viens à Lyon, on va la dessiner ensemble parce qu'il y a un petit changement à faire. C'est le moment où tu as rencontré le président de la République, du coup? Exactement. Bah, en fait, là, je prends la route, je vais au CIRA, puis je roule toute la nuit, KO. Je m'endors comme ça dans la voiture, comme d'habitude. Je me réveille le matin, la voiture est entourée de CRS. Je me lève, je vais voir le CRS, je dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je me suis endormi, j'attendais juste le salon. Il me dit, non, on s'en fout, ça. Je dis, mais il se passe quoi? Il me dit, le président arrive. Je dis, ah bon? Pour moi? Et là, ah bon? Et je prends Instagram et je dis Instagram, le président, il arrive, je suis obligé de saisir ma chance. Je me fais une mèche, je mets un t-shirt pas pépi, je prends des produits et je commence à aller dans le salon. Et en même temps, je me connecte à l'Instagram du CIRA. Parce que je me dis, quand le président va arriver, obligé, ils vont faire une story. Ça va rouler comme ça dans le Alors, du coup, moi, au lieu de perdre mon temps, je vais direct bosser, je parle avec les fournisseurs et tout, je fais ma pièce. Au moment où je finis de signer, je vois la pastille où le CIRA poste un truc. Je regarde, le président arrive. Je prends mes échantillons, je trace, j'avais repéré le salon avant, je me pose dans le grand hall, et puis en arrivant, je vois qu'il y a une foule autour du président, c'était incroyable, ils étaient énormément. Et du coup, je me place à un endroit, je me dis, mais comment je vais faire pour l'attraper? Tu sais, c'est hyper dur d'attraper le président quand il y a énormément de monde, quoi. Ouais. Et là, je vois à ma droite, Je vois le truc là. je vois un mec, un grand chef, le fils de Bocuse, et je me dis, lui, il doit savoir quelque chose que moi, je ne sais pas. Alors, je me pose à côté de lui, et là, je vois la foule qui commence à arriver vers lui. Il y a les gens de la sécurité, tu sais, avec le pins bleu, blanc, rouge de la sécurité présidentielle, tu vois, qui me virent, qui me mettent un peu plus loin. Mais là, je vois le président passer pas loin de moi. Et là, je lui balance une phrase. Dites merci, monsieur le président, à un infirmier qui vient biscuitier. Alors, je t'avoue encore, on se pose encore la question pourquoi je lui ai dit de me dire merci, je ne sais pas. Mais ça m'a permis de l'attraper. Il m'a dit reconversion professionnelle. Et là, il est venu vers moi. Il m'a écouté. J'ai eu 30 secondes pour lui parler. Et en plus, à côté de lui, il y avait Guillaume Gomez, qu'on connaissait très bien, qui lui était un chef de l'Élysée, qui avait déjà goûté nos produits quelques semaines avant et qui lui dit ouais, mais ils sont formidables. Vous devez leur parler. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est d'avoir du réseau quand même. Ouais. Et du coup, il me parle. Et là, je lui dis, monsieur le président, écoutez, voilà, je lui parle en 30 secondes. J'écoute, j'ai vendu ma maison, je suis en galère, j'ai besoin d'un coup de main. Il me regarde comme ça. Puis à chaque fois que je dis un argument, il me regarde, il me dit, OK. Il me pose la main sur l'épaule, il me dit, écoute, ne lâche rien, tes sacrifices vont payer. On va t'aider. Il s'en va, et moi je me dis c'est un politique qui parle dans le vent. Il y a un mec qui vient me voir après, qui me demande ma carte. C'est toujours des petits mecs à lunettes qui viennent, il me dit donne-moi ta carte. Je dis tiens. Et du coup, 2 jours après, on était reçus dans les cabinets ministériels et tout ça. Franchement, c'était incroyable. Après, il nous a aidés, il nous a donné de la force comme jamais. Il nous a aidés à développer les lignes, il nous a aidés avec BPI. Dernièrement, on était au Gulf Food à Dubaï et on était aussi à l'Expo universelle au Pavillon France. On a été reçus, j'avais l'impression d'être Danone, laisse tomber. C'était un truc de fou. Et vraiment pour te dire, là, nous, on utilise autant les vidéos pour avoir du retail. On fait des choses conventionnelles aussi. On envoie des présentations, des mails pour essayer d'être référencé dans d'autres enseignes. Et aussi, on va utiliser tout le système politique, tout le système pour pouvoir accélérer des démarches, augmenter notre réseau. Parce que je peux te dire que depuis qu'on est rentré dans ce réseau-là, on arrive vraiment à catcher vraiment des choses qu'on n'aurait pas eu avant. Ouais. Et moi, je pense, est-ce que le plus gros effort, j'ai envie de dire, c'est peut-être le premier gros contact et après, c'est une réaction en chaîne. Parce qu'un contact va te faire rencontrer, par exemple, 3 gros contacts qui vont te faire rencontrer chacun 3 gros contacts. Après, c'est une réaction en chaîne. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est oui. Ça, la réaction en chaîne, elle existe. Mais ça va te plafonner à un moment. Une personne qui rencontre une personne, après, tu rentres dans un processus où c'est lui qui m'a présenté quelqu'un, tu es dans le piston. Et le piston, c'est pas forcément positif. Par contre, si tu vas chercher les personnes et que tu fais un effort, comme nous on a fait, si tu regardes tous les gens qu'on a rencontrés, avec Fatia, on a allé les chercher. Dès qu'on était devant eux, on les chopait à la jugulaire, on les lâchait pas jusqu'à qu'ils nous aident, tu vois. Et ça montre une force entrepreneuriale et une force de conviction qui fait la différence. Et ça, quand tu parles avec eux après, qu'ils disent le mec, il est devant moi, mais mérité. Et je peux te dire que ça nous a déclenché des choses absolument incroyables. Donc, si j'ai un conseil à donner, vu qu'il y a un blanc, osez parce que sinon, vous allez le regretter. Et moi, je t'avoue, je me suis promis de ne jamais vivre avec des regrets. C'est pour ça que je me suis marié avec Fatia au bout de 5 jours. Et 15 jours après, on était mariés, quoi. Ouais, j'avais entendu, franchement, c'est beau, félicitations. Merci. J'avais entendu que c'était 10 jours. En fait, 5 jours, je la demande en mariage. 10 jours après, tu vois, parce qu'il y a 10 jours de publication de bancs et tout ça. Le maire, déjà, quand on lui a dit on veut se marier, au bout de 5 jours, il nous a regardé, il nous a dit qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes recherché, tu dois aller en prison et tout. Je dis non, je suis juste amoureux. Et elle aussi, et puis on veut se marier, quoi.
Non, franchement, c'est beau du coup l'histoire. C'est que tu as une histoire personnelle avec le pro, tout est mélangé. Tu as donné du coup énormément de valeur sur comment approcher les médias, beaucoup de valeur sur comment approcher également les entreprises en B2B. Moi, j'aimerais te demander du coup, Raibet, parce que j'ai beaucoup de coachés qui se lancent en famille ou en couple, entre amis, frères, sœurs. Qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à ces personnes qui se lancent, par exemple, en couple? J'ai une expérience similaire, je pense, à la tienne. Côté couple, mais du coup, ceux qui se lancent et qui savent pas encore qu'est-ce qu'ils vont rencontrer du coup comme problématique à mélanger perso et pro. Ça peut être la merde si tu sais pas t'organiser. Toi-même, tu sais, hein, tu vois, en plus, Fatih, elle a posté une vidéo ce matin où elle se moque de moi. En fait, si tu veux, quand tu entreprends en couple, ce qui est important, c'est vraiment de scinder chacun ses tâches Ouais. pour être organisé. Tu vois. Et il faut utiliser les gens. Par exemple, moi, je suis très fort au niveau communication en tant que commercial. Fatia, elle est très, très forte sur la gestion, l'administration, la R&D, la recherche et développement, puis la gestion des usines. Donc, en fait, on s'est divisé en deux et ça a fait un équilibre. La deuxième chose, c'est qu'il y a un moment, quand tu rentres chez toi, il faut savoir couper net. Tu vois, pose ton téléphone, parle avec plus personne, tu parles qu'avec ta femme, qu'avec tes enfants et tu t'occupes de ta vie privée. Parce que sinon, tu n'arrives pas à jongler et après, tu crées des déséquilibres qui, après, ça te suit. Parce que, tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu te prends la tête à la maison, bah, quand tu arrives au boulot, elle est encore là, ta femme. Donc, tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de trouver une solution. Et je t'avoue, nous, avec Fatia, on s'est mariés très, très tôt ensemble. Et en fait, ça a été très vite. On ne se connaissait pas. On a appris à se connaître. Et en fait, on a appris à se connaître en faisant un voyage autour du monde. Et quand tu voyages autour du monde, des fois, tu te retrouves dans des pays où les gens ne parlent pas anglais, ne parlent pas ta langue, le français. Et tu galères, on se retrouve au fin fond de la Chine, on parlait avec personne. Et on s'est pris la tête avec Fatia. C'était les premières prises de tête, grosses prises de tête. Et en fait, quand tu es isolé comme ça, tu es au milieu du monde, tu n'as personne à qui parler, tu parles avec quelqu'un, il parle chinois, il ne te comprend pas, tu ne le comprends pas. Et tu n'es que deux. Donc, il y a un moment, il faut que tu trouves des moyens de calmer la tension. Tu ne peux pas te dire, bah, écoute, je vais lui faire la gueule pendant 3 jours, parce que sinon, tu vas te faire chier pendant 3 jours. Tu vois. C'est clair. Et à ce moment-là, tu mets l'orgueil de côté. Et en fait, ça, c'est un conseil de tous les couples que je donne. Mettez votre orgueil de côté. Parce que moi, Fatia, c'est la chose la plus magique qui m'est arrivée dans ma vie avec mes enfants. Et je t'avoue, faire la tête à ma femme ou ne pas lui parler pendant même 2 heures, pour moi, c'est impossible. Donc, en vrai, s'il y a une personne à qui je peux tout pardonner, c'est elle. Donc, des prises de tête, des fois, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Donc, si je peux vous dire ça, c'est séparez bien la vie pro, la vie perso en coupant, des fois, en vous octroyant des temps qui vont vous ressourcer. Mettez l'orgueil de côté, surtout en couple entrepreneurial, parce que sinon, ça va vous plomber et ça va vous ralentir dans vos vies, mais dans votre business. Ouais, ça me va. Merci beaucoup du coup, Raibet. Ah, attends, tu me poses plein de questions. Et toi, quel conseil tu me donnerais, vu que tu vis la même chose avec Aurélien, du coup? Il y a une chose sur laquelle on est vraiment d'équerre là-dessus avec toi et du coup Fatia, c'est qu'on est vraiment complémentaires. Et ça, c'est comme toi et Fatia. Aurélien, il est plus dans la stratégie d'entreprise, de plusieurs entreprises. Du coup, il est plus le côté stratège informatique et administratif, puisque il gère avec les avocats et les comptables tout ce qui est optimisation fiscale. On est en France, du coup, forcément, la France, ça coûte cher. Et moi, je suis plus dans le côté communication, réseaux sociaux, gestion du marketing organique et du marketing aussi payant. Donc voilà, on a vraiment des tâches respectives l'un l'autre. Et moi, dans le côté plus management, c'est un ancien geek en fait. Ça, du coup, il y a un peu entre lui et son PC, alors que moi, je suis plus ouvert au monde. Enfin, il est quand même ouvert, mais voilà, c'est un ancien geek. Donc voilà, on est vraiment complémentaires et du coup, on se complète dans l'entreprise. On a chacun nos tâches. On ne peut pas se marcher dessus en fait. C'est ça qui est bien. C'est comme toi et Fatia, du coup, elle est plus dans le R&D, elle est plus dans le développement et toi, que tu es plus dans la communication. Maintenant, du coup, c'est quoi la vision de Papépi? Là, si tu veux, depuis qu'on est passé sur Qui veut être mon associé sur M6, c'est vraiment la folie. La première nuit, en 2 heures, quand on est passé le 5 janvier, on a fait le chiffre d'affaires de la première année d'exploitation. On a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en une nuit. J'ai C'était vu, incroyable. énorme, bravo. Franchement, vous le méritez puisque en fait, c'est vraiment votre pitch. En fait, il est ressorti. Je pense que les gens, ils se sont ressentis en vous. Un couple qui se lance en démarrant de zéro, de rien. Je pense que les gens, ils ont été impactés par une histoire du coup authentique. Bah écoute, c'est vraiment ça parce que ce qui a transparu, tu vois, on a gagné 40 000 followers ce soir-là, on a reçu 15 000 mails, mais vraiment 15 000. Hein. Toute mon équipe, ils se sont mis dans la modération, on a reçu 10 000 messages en privé où les gens sont là, mais aucun message de haine. Hein.
merci, ça donne de l'espoir, force à vous, tu vois, plein de choses comme ça pour nous donner de la puissance, c'était incroyable. Et du coup, nous, on faisait 4,5 tonnes par mois à ce moment-là. Et là, on est obligé de monter à quasiment 60 tonnes par mois. Donc, M6, ça nous a permis d'aller revoir les banques, leur dire, bah écoutez, on fait quoi alors? Vous arrêtez pas d'aller au ralenti. Du coup, ils nous ont dit, bon, c'est bon, on vous soutient. Ils ont accéléré le game. Là, on est en train de monter une nouvelle usine en France encore pour augmenter les capacités de production. Ça devrait être prêt d'ici 6 mois. Dans la vision, bah écoute, là, on va ouvrir absolument toutes les centrales d'achat. On est déjà distribué dans les Émirats sur Dubaï. On va ouvrir le Qatar et l'Arabie Saoudite. On est en train de travailler pour ouvrir le Canada. Donc, on s'externalise. On est très peu présent en France, mais on est déjà en train de travailler l'international. Parce que l'international, c'est aussi la clé. On a eu ce coup de pouce aussi par Frank Reister, le ministre de l'économie extérieure, qui nous a rencontrés, qui nous a dit, oh, mais les gars, votre produit, il faut que vous misiez sur l'export. Et il nous a donné des subventions, des aides. Il nous a payé un stand au Gulf Food. C'est incroyable. Incroyable aide qu'ils nous donnent. Et vraiment, l'export, c'est vraiment quelque chose que les marques françaises doivent absolument prendre en considération parce que ça te donne une liberté par rapport au marché et ça te donne différentes sources de revenus et pas de dépendance. Il faut surtout pas être dépendant de la grande surface ou du marché français parce que ça peut être très délétère pour toi. Donc voilà, nous, c'est l'export. Surtout, on signe actuellement 1 à 2 CDI par mois. Donc, je t'avoue, c'est un peu la folie chez nous en ce moment. Ah, ça, c'est pas mal du coup. Une petite question qui me vient du nombre de personnes que tu rentres tous les mois. Comment tu fais en termes d'organisation pour, au fur et à mesure, embaucher de plus en plus de personnes à chaque fois? Tu mets des process en place, des procédures. Comment tu fais pour structurer, en fait, organiser ton entreprise? Écoute, on a la chance, quand j'ai rencontré Anthony Bourbon, il m'a donné accès à toutes les personnes de son équipe. Il m'a donné une carte. Il m'a dit, regarde, ça, c'est mes bureaux. Et je t'avoue qu'au début, nos bureaux, ils étaient chez Feed. Il nous a accueillis pendant quasiment 8 mois. Dans les bureaux, on avait des bureaux chez lui. Et en fait, il est allé voir son open space et il a dit à tout le monde, écoutez, je vous présente Abed et Fatia. Ils vont venir en totale liberté dans nos bureaux. Ils vont se poser avec vous. Ça va être la cellule RH, la cellule marketing, les achats, la supply chain, tout. Ils nous ont dit, vous leur apprenez tout. Je t'avoue qu'on a été en alternance ou en stage chez Feed. Ça nous a donné une connaissance. J'aurais pu faire toutes les écoles du monde. Tout ce que j'ai appris grâce à l'équipe de Feed. Et Fatia aussi, elle a appris la supply chain, la gestion, la comptabilité, le management. Ils nous ont donné une force incroyable. Donc, quand on a fait le recrutement, même là, quand on doit recruter, eh ben, Mélanie, qui est la numéro 2 chez Feed, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'aide pour recrutement. On s'est posé avec Fatia. Déjà, on a fait une fiche de poste, exactement ce dont on avait besoin. Et Fatia, elle a fait les fiches de poste sur son pôle à elle, gestion, comptabilité. Elle m'a dit, bah, écoute, moi, j'ai ça, ça, ça comme pôle, j'ai besoin de ça, ça. Moi, de mon côté, j'en ai fait d'autres. On a mis tout sur Welcome to the Jungle. Et hop, après, Feed nous a aidés dans le recrutement. Et même Anthony m'a aidé sur certains recrutements, à les rencontrer. Puis, on a recruté ensemble parce que je t'avoue, nous, on n'est pas RH. Ça s'apprend, mais je t'avoue que là maintenant on commence à maîtriser un peu mieux parce que en fait tu apprends au contact des autres quoi. Tu apprends au contact des autres et tu apprends aussi en faisant. Tu apprends également si tu fais des erreurs ou quoi que ce soit, tu apprends en fait. En vrai, après il faut rester très attentif. Tu vois, on a essayé, c'est à ça que sert la période d'essai. On a essayé avec certaines personnes, on s'est tout de suite dit que c'était pas la bonne personne, tu vois. Ouais. Toi, parce que quand tu crées une boîte comme Papépi, Papépi c'est nous, tu vois. Il y a notre ADN, on l'a créé de A à Z, donc on a besoin que dans nos équipes les gens adhèrent à nos valeurs. Ouais. Aujourd'hui, les valeurs d'entreprise sont hyper importantes. Nous, il y a une grosse valeur chez Papépi, c'est l'entraide. Tu vois, nous, on est des personnes qui viennent du bas. On connaît personne. Et grâce au travail, à la résilience, on a réussi à lancer Papépi. Donc, dans cet ADN-là, c'est notre pourquoi on se bat aujourd'hui. On fait des biscuits parce qu'on veut partager avec les gens les valeurs du monde et tout ce que tu peux trouver dans le monde entier. On est vraiment dans la diversité et le partage. Donc, quand tu viens chez Papépi, on ne peut pas embaucher des gens qui sont fermés sur eux-mêmes, qui ne donneront pas de conseils à d'autres entrepreneurs ou à d'autres designers. Nous, on partage absolument tout. Il n'y a rien de secret chez nous. Tu as besoin d'un mail, tu m'appelles, j'ai besoin d'un mail, tu m'envoies un LinkedIn. Tu verras qu'il y a plein de messages sur LinkedIn où les gens disent non, mais c'est pas un menteur. Je l'ai contacté sur LinkedIn, je lui ai demandé un mail, il me l'a donné. J'ai aucun intérêt à coffrer des mails, te dire bah écoute, je partage pas. C'est pas du tout dans l'ADN de Papépi. Il y a Fatia, elle leur donne des coups de main, elle prend du temps pour pas mal de femmes entrepreneuses qui reviennent vers elle et qui la demandent bah attends, j'ai besoin d'un coup de pouce. Donc ça fait partie de nous et ça doit être dans les valeurs de ceux qu'on embauche. Donc c'est pour ça qu'il faut rester attentif à qui tu embauches pour conclure sur ce que tu m'avais dit. Je vais avoir une dernière question pour toi. Quel est mettre un nouveau type de marketing en place? Quand tu penses scaler, quelle est la première chose que tu regardes en fait? Sur quel sujet? Parce qu'il y a plein de sujets là. Exactement. Tu peux scaler sur plein de choses. Dis-moi un sujet précis. Sur la com, sur la viralité, sur quoi? Sur la viralité, plus précisément. Je dis ça parce que justement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent à la télé et pourtant, ils ne réussissent pas forcément derrière.
Il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs qui vont passer, par exemple, à Qui veut être mon associé. Ils vont tous réussir, mais il y en a d'autres, au lieu de prendre, on va dire, l'échelle, ils vont prendre la fusée. Vous, du coup, avec Papépi, c'est vrai que c'est la fusée qui a été prise parce qu'il y a eu un buzz derrière, il y a eu une dynamique. Au niveau de la viralité, quel conseil tu donneras en premier pour, par exemple, transmettre une info, communiquer une info pour que ça devienne viral, en fait? Alors, un conseil déjà, vous n'avez pas besoin de relations presse, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va venir bosser pour vous. Aujourd'hui, on est en 2022, on a tous Insta, on a tous LinkedIn. Quand tu regardes une émission télé ou un journal, à la fin, il y a toujours les petits noms des journalistes qui ont coproduit ou qui ont monté la vidéo. Donc, tu prends ces noms-là, tu vas sur LinkedIn, tu les cherches, tu les demandes en ami, et après, tu leur parles en privé avec des messages concis. N'envoyez pas de lien dès le début parce que sinon il y aura écrit lien et après le mec il va dire il me spam. Envoie un message, il va lire ton message, sois incisif et ensuite c'est comme ça que tu vas commencer à te créer du réseau sur les journalistes. En plus, tu les contactes mais tu n'as pas besoin d'eux en vrai. Si tu sais gérer LinkedIn, si tu sais poster à la bonne heure, moi je poste à 7h du mat, je me réveille à 6h30, je fais mon post, je le poste à 7h du mat sur LinkedIn, j'ai toujours des sujets qui sont dans l'actu, je partage mes conseils et mes tips et j'ai toujours la petite phrase d'accroche qui est au-dessus de mon post qui va tout de suite te déterminer ça va être quel type de post. Et c'est ça, en fait, il faut partager. Après, nous, je t'avoue, on a utilisé, avant même de passer sur Qui veut être mon associé, de tout filmer, de tout partager avec les autres, ce qu'on vivait de façon très spontanée. Et c'est quelque chose qu'avait déjà pris avant. En fait, si tu veux, quand on est arrivé sur M6, des gens, énormément de gens nous ont vus et nous ont dit, mais on a déjà entendu parler d'eux. Et en fait, c'est le passage sur M6, nous, on l'a préparé en créant une viralité avant qui a été optimisée et boostée par Qui veut être mon associé. Et c'est ça qui a fait qu'on est rentré dans la fusée. Il y en a d'autres, ils ont commencé à travailler leur viralité au moment où ils sont passés. Et là, comme tu dis, ils ont pris l'échelle, mais ils sont en train de monter tout doucement, tranquillement. Mais nous, on avait besoin que ça aille fort et vite. Donc, je t'avoue, on a pris la fusée. Mais pour ça, il fallait préparer. Ouais. Et utilise, tu sais, toi-même, tu sais. Regarde, on s'est parlé, tu m'as parlé sur Insta, non? Ouais, exactement. Après, tu m'as fait un vocal, c'est allé très très vite. Moi, je t'ai fait des vocaux. Je t'avoue, moi, je parle beaucoup en vocal. Donc, Moi, pareil, j'aime pas écrire parce que tu ressens pas le caractère de la personne, tu ressens pas le côté humain, en fait, clairement. exactement. Puis il y a plein de gens sur LinkedIn, ils me contactent, ils sont choqués parce que je leur envoie des vocaux, mais voilà, il faut entreprendre. Après, ce qui est intéressant, il faudra qu'on voit un petit peu par rapport à tous les outils que tu as, comment on peut travailler un peu en synergie ensemble sur le sujet. Avec grand plaisir, parce que justement, je pense que même si tu touches le côté B2B, tu es très présent dans le digital, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, sur plein de canaux en fait. Nous, du coup, ils utilisent tous les canaux digitaux, mais comme on a beaucoup de personnes qui se lancent dans des marques made in France, ils veulent encore plus toucher le côté B2B. Parce que forcément, il y a une valeur ajoutée, il y a une valeur forte derrière, du coup, qui peut faire propulser ce côté-là en B2B, en fait. C'est pour ça que j'ai bien aimé le côté Papépi. Vous êtes présent dans plein de magasins en France, vous faites du bruit, vous savez vous faire entendre, vous êtes présent et vous le dites haut et fort, et ça, j'adore. Merci beaucoup. Mais en tout cas, juste une dernière question. Où est-ce qu'on peut retrouver, du coup, tous les biscuits Papépi pour ceux qui veulent en acheter? Papépi, www.papépi.com. Ceux qui sont sur Dubaï, sur le petit shop, vous pouvez acheter ça. Et en France, vous avez Carrefour, Franprix, Monoprix et www.papépi.com. C'est la manière la plus rapide de les avoir. N'oubliez pas, il y a Getir, Encore Store. C'est vrai, il y a aussi Gorillaz. Génial. Merci beaucoup, Raibed, de m'avoir du coup accordé ce temps pour partager ton expérience et toute la bonne valeur, parce qu'on a apporté beaucoup de valeur aujourd'hui dans la communication, dans les médias, avec le B2B notamment. Donc, merci encore pour tout, et je remettrai les liens pour ceux que ça intéresse, le lien du site Papépi et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les petites billes du coup sucrées, salées. Merci. Prends soin de toi et au plaisir, Laurent. Au plaisir, Raibed. Merci encore. Ciao, ciao.